Salut la brigade, il y a quelques jours j'ai fait une présentation à mes colocataires. Le but c'était de leur montrer un petit peu les possibilités qui s'offrent à eux pour investir à court terme et à long terme et surtout de leur aider à comprendre un petit peu le monde de l'investissement et pourquoi il est important d'investir. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était un groupe de 10-15 personnes entre 20 et 35 ans et tous en début d'activité ou en reprise d'activité. Donc toutes les informations que je donne dans la présentation correspondent un petit peu à ce contexte, ce groupe de personnes-là. Voilà, c'est pas parce que je dis quelque chose dans la vidéo que forcément il faut investir comme ça ou que il faut le faire. Ça correspond peut-être pas forcément à votre situation, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Et si vous pensez que cette vidéo elle peut éveiller un peu vos proches aux possibilités qui s'offrent à eux en termes d'investissement, n'hésitez pas à la partager. On y va tout de suite. Du coup, c'est mon Secret Santa collectif. Je voulais le faire parce que je sais que personne ici n'investit son argent correctement. Je sais, non mais, je sais que la plupart d'entre vous auront de l'argent sur votre livret A. Vous n'avez pas forcément d'assurance vie et vous ne savez pas forcément où vous tournez, quoi faire, quoi acheter, ni comment ça marche en général. Donc le but de cette présentation, c'est de vous expliquer déjà pourquoi votre argent il meurt, la façon dont vous le placez actuellement. Ensuite, on parlera de votre sensibilité au risque, 3, horizons de placement et les projets que vous pouvez avoir. En 4, investir en bourse à long terme. Je sais que ça peut faire peur, mais on verra que c'est pas si risqué que ça. Et on finira par l'immobilier. Et après, j'aurai une slide qui résumera tous les points clés de la presse. Alors, on va parler livret A et inflation. Donc le taux du livret A actuellement, c'est 0,75%. Vous devez être familier avec ça. C'est souvent ouvert à la banque et vous pouvez mettre votre argent dessus, il y a un plafond, je ne sais plus de combien. Et dans le futur, le taux il va encore descendre entre 0,5 et 0,75%. En tout cas, c'est assez probable, il y a des discussions à ce niveau-là. Et l'inflation, c'est l'augmentation des prix dans le temps. En fait, ce que vous pouvez acheter avec 5 € aujourd'hui, ça ne sera pas forcément la même chose que dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et plus le temps passe, plus ce phénomène-là est aggravé. On va prendre donc, là voilà, j'ai l'inflation, j'ai donné de l'INSEE, donc c'est l'organisme français qui s'occupe de récolter toutes ces données, et sur 12 ans, ça nous donne une moyenne de 1,2%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, si vous placez votre argent sur le livret A par rapport à l'inflation. Livret A, disons qu'on met 1 000 € dessus. Après 1 an, avec le taux du livret A, on aura 1 007,5 €. Sauf que si on applique l'inflation, en fait, sur votre compte, vous voyez 1007,5 €, mais ce que vous avez vraiment, c'est 995,41 €. Donc en fait, vous avez perdu 4,59 €, parce qu'on a une inflation de 1,2%, qui est supérieure au taux du livret A. Donc en fait, il faut laisser le strict minimum sur vos livrets, l'argent dont vous pouvez avoir besoin instantanément, c'est ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Il existe des livrets qui, s'ils ont été ouverts avant, je crois que c'est le PEL notamment, qui ont des taux intéressants à 2%, voire parfois plus. Donc je sais qu'on peut être considéré dans notre tranche d'âge comme appartenant à ça, donc regardez bien dans votre banque. Par contre, c'est un peu moins flexible que le livret A, vous pouvez par exemple pas retirer votre argent, c'est bloqué. Mais il y a des taux intéressants, donc pourquoi ne pas en profiter pour certaines personnes? Ceux qui l'ouvrent maintenant, en fait, ils n'ont plus de taux à 2%, ils ont des taux inférieurs. Hop, ouais, ok. Donc tout le reste de l'argent que vous avez, le matelas de sécurité, à côté l'argent qui vous reste, vous n'en avez pas besoin instantanément à court terme, donc vous pouvez le mettre sur une assurance vie. L'argent, il n'est pas bloqué sur les assurances vie. Les gens, ils pensent que l'argent est bloqué, mais vous pouvez retirer à tout moment. Donc on va comparer un fonds euro, ce que vous pouvez avoir via une assurance vie, au livret A. Le fonds euro, déjà le rendement, il est garanti. C'est le moyen le plus sûr de protéger votre argent contre l'inflation et même de le faire fructifier un tout petit peu. Alors ça c'est l'évolution du rendement du fonds euro, donc on voit que depuis les dernières années ça diminue un petit peu, ça risque peut-être de diminuer dans le futur, mais en tout cas ça reste encore la solution la plus sûre pour placer votre argent en toute sécurité. Donc on va faire un exemple sur un fonds euro à 2%, donc j'ai pris une fourchette moyenne basse on va dire, il y a des rentabilités l'année dernière il me semble à 2,9%, donc après 1 an ça devient 1020 €. Si vous retirez, vous payez des taxes uniquement sur la plus-value. La plus-value, c'est les 20 € que vous avez gagnés sur les 1 000 €. C'est-à-dire que vos 1 000 €, ils ne seront jamais taxés en fait. C'est normal parce que c'est votre argent.
ce serait bizarre sinon, enfin, ça serait super risqué de mettre ça sur un fonds euro. Alors, ça c'est la comparaison si vous placez 1000 euros entre livret A et assurance vie. Donc en bas c'est des années, ça peut vous paraître long, mais c'est juste 1000 euros en fait. Et vous voyez qu'avec le livret A, on arrive, je sais pas, vers 1250. Donc on a généré 250 au bout de 40 ans, sachant qu'avec l'inflation, je vais vous montrer, voilà ce qui se passe vraiment. En fait, vous perdez de l'argent. Et l'assurance vie, vous voyez qu'à 2%, c'est juste au-dessus du niveau vous n'avez pas gagné d'argent. Alors plus votre contrat d'assurance vie il est ancien, moins vous payez de taxes. D'où l'intérêt de l'ouvrir rapidement, juste pour prendre date en fait. Et à savoir que vous pouvez avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Vous pouvez en avoir pour chaque projet. Par exemple, si vous voulez avoir un contrat pour le court terme, un autre pour les vacances, un autre pour votre résidence principale, vous pouvez en avoir plusieurs. Quelques noms comme ça, parce que je sais que, ok mec, tu nous dis on va investir dans les assurances vie, mais on ne sait pas quoi. Vous pouvez commencer vos recherches ici, Linksea Spirit et Linksea Avenir. Ils ont eu des très bonnes rentabilités l'année dernière. Et il y a aussi Yomoney et WeSave qui ont des interfaces utilisateurs assez agréables. Yomoney et WeSave, ils ont 2%. Linksea Spirit et Avenir, c'est 2,5 et 2,8%. Voilà. Donc, les tarifs ils sont meilleurs sur les courtiers en ligne. Votre banque traditionnelle, elle a fort probablement des frais alors c'est censé être qui tuent votre rentabilité. Peut-être qu'il y en a qui ont des assurances vie sur leur banque. Sur le long terme, en fait, vous faites avoir. Parce qu'il y a vraiment des frais énormes et ça pèse vraiment sur la rentabilité sur le long terme. Et souvent, c'est eux qui viennent vous voir pour vous dire il faudrait ouvrir une assurance vie. Voilà. Donc, c'est pas forcément le bon plan, sauf si ça vous permet de négocier d'autres trucs derrière. Alors, du coup, combien placer ? Vous avez votre matelas de sécurité qui doit être, en règle générale, on dit entre 3 et 6 mois de salaire sur le livret A. C'est de l'argent dont vous allez avoir besoin instantanément pour faire ce qui peut vous tomber dessus d'un coup, genre besoin de payer instantanément pour une dépense médicale ou il y a plein d'autres, si vous perdez votre travail, voilà. Donc en fonction de votre situation, en tout cas, 3 ou 6 mois, il faut que ce soit un montant qui vous permette de dormir sur vos deux oreilles. C'est le plus important. C'est toujours personnel. Il y en a qui auront besoin de moins, d'autres qui auront besoin de plus. Ça varie vraiment en fonction des personnes. Votre capital, vu qu'il est garanti sur un fonds euro, en fait, vous n'avez pas de risque de perte. Donc vous n'avez aucune raison de laisser trop d'argent pourrir sur votre livret A. Vous perdez vraiment de l'argent sur le livret A. Donc ça ne vous coûte rien d'avoir une assurance vie à côté. Vous pouvez retirer quand vous voulez et vous n'avez pas de risque. Sauf pour ceux qui ont plus de 70 000 à placer. Là, n'hésitez pas à faire plus de recherches, il faut venir me parler après. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Pourquoi 70 000 En fait, c'est le montant assuré il me semble que c'est par contrat. Okay. Donc on peut avoir plusieurs contrats placés à différents endroits en fait. Mais voilà. L'argent, il est également disponible rapidement. C'est moins instantané que le livret A, mais on parle de quelques jours ou parfois semaines. Il faut demander en fait quand on souscrit au contrat. Mais bon, en général, ça va de plus en plus vite. Donc au bout de quelques jours, vous pouvez avoir l'argent placé sur votre assurance vie. Voilà, je pense que vous pouvez tous vous organiser pour, si vous avez besoin de l'argent, retirer, faire un virement de votre assurance vie à votre compte courant. Alors, on vient de voir le côté un peu défensif. Là, on va parler de la sensibilité au risque. Donc, il existe des questionnaires, si vous tapez sur Google « test d'aversion au risque », et en fait, vous pouvez, grâce à ça, comprendre quelques points intéressants, parfois différencier spéculation, investissement, et surtout situer approximativement votre tolérance au risque à vous. Elle est personnelle, et ça peut un peu faire varier les montants d'argent sur certains placements qui seront un peu plus risqués. Pour certains placements et investissements, votre horizon de placement, il peut réduire le risque. Donc on va voir ce que c'est l'horizon de placement. C'est la durée pendant laquelle vous prévoyez de détenir un produit financier. L'horizon de placement, il va de pair avec le projet que vous avez, et sachant que vous pouvez avoir plusieurs projets. Un projet résidence principale, un projet vacances, un projet retraite. Même si on est jeune, c'est bien d'y penser parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on aura. Et quand on aura 65 ans, qu'on travaillera encore, on n'aura peut-être pas envie d'être stressé par le fait de savoir combien je vais toucher à la retraite. Vous êtes jeune, franchement, profitez-en. Donc, on va parler un petit peu de court et long terme. Là, vous pouvez entendre des fois des choses différentes, ça dépend vraiment du contexte. Là, selon mon contexte, il me semblait bien de dire en dessous de 5 ans, on parle de court terme, 5-10 ans, moyen terme, et à 10 ans plus, on peut parler de long terme. En règle générale, si vous voulez plus de rendement, il faut prendre plus de risques. Ça mouline, ça mouline.
Passons à l'attaque. Investir en bourse à long terme. Alors pourquoi? Bah pour votre retraite. Ce mec, il est hongrois, et en fait, les premières années où, ceux qui connaissent les mimes un peu, les premières années où les mimes ont explosé, il le vivait très mal. En fait, il a fini par l'accepter, et maintenant il fait des vidéos un peu dessus, il fait des speeches et tout, enfin voilà. Donc pour votre retraite, pour vos enfants ou vos futurs enfants, je sais que ça peut paraître un peu loin, mais un jour vous en aurez, ils auront des projets, peut-être que vous, vos parents, ils vous ont légué un morceau d'argent, ils vous ont aidé à payer votre école, ils vous ont aidé à payer quelque chose, et ça vous a aidé. Moi, ça a été le cas pour moi, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez considérer. Ou vos projets, se reconnaîtra qui veut dans l'image, professionnel ou personnel. Et si c'est pas pour vous, parce que vous avez le droit de ne pas vouloir d'argent et de vouloir vivre sans vouloir faire fructifier votre patrimoine, ça peut être pour des causes qui vous sont chères, donc vous pouvez bien investir, mieux que la majorité des gens, pour ensuite faire une plus grosse donation à une cause qui vous est chère. Ou ça peut être pour les prochains habitants de la planète Terre, peut-être vos petits-enfants. Bref, historiquement, sur le long terme, les marchés, ils montent. Mais du coup, comment savoir quel produit choisir et à qui faire confiance? On a plusieurs choix. Déjà, on a les fonds de placement. Donc les fonds de placement, c'est géré par des pros qui ont une stratégie définie par fonds. On sait que les marchés ils montent sur le long terme, mais ce qu'on ne sait pas et qu'il faut passer du temps à évaluer, c'est la compétence du ou des gestionnaires du fonds. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas investir directement sur les marchés pour être assuré d'avoir une rentabilité? Parce qu'on sait que sur le long terme, les marchés, ils montent. Sur le court terme, ça peut varier, voilà, sur le moyen terme aussi, mais sur le long terme, quand on parle de 20, 30, plus, on a des courbes qui montent. Et bien en fait, on peut le faire avec ce qui s'appelle les trackers. Les trackers, en fait, ils reproduisent les mouvements d'un indice spécifique. Donc là, il y a un petit peu de termes techniques, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Par exemple, un tracker S&P 500, il reproduira les performances de l'indice S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice boursier qui regroupe 500 grandes entreprises aux États-Unis. C'est un peu comme le CAC 40 en France, avec les 40 entreprises qui ont la plus grosse capitalisation boursière. L'indice, il représente donc ce groupe d'actions, et le tracker, en fait, il vous permet d'acheter ce groupe d'actions. Ok, donc imaginez, vous avez les 500 entreprises, et le tracker, il vous permet d'acheter une micro-partie de chaque entreprise. Donc si vous achetez une part d'un tracker S&P 500, vous achetez en réalité les 500 entreprises qui sont dans l'indice. Donc les avantages des trackers, c'est que ça permet de diversifier. Vous imaginez bien que dans ces 500 entreprises, il y a tout. Il y a l'automobile, il y a la technologie, il y a du textile, il y a de la bouffe. Donc en fait, c'est vraiment diversifié. Donc si vous avez un secteur spécifique de l'économie qui a des problèmes, vous êtes soutenu par tous les autres. Là, le tracker S&P 500, il n'est pas diversifié sur une chose, c'est le point géographique. C'est-à-dire que c'est tout situé sur les États-Unis. Si les États-Unis tremblent un peu, du coup, votre portefeuille il risque de descendre un petit peu. Mais du coup, il y a d'autres solutions de trackers. Il y a des trackers monde, où vous pouvez par exemple prendre 40% de trackers États-Unis, 30% de Européens, et le reste en pays émergents. Parce qu'il y a plein de trackers, il y a plein de diversité, qui vous permettent de varier, diversifier, donc réduire les risques. Si les États-Unis tombent, vous avez les pays émergents, et vous avez le côté européen, qui espérons auront tenu le coup. Deuxième avantage, la stratégie de tracker, elle est définie, et du coup, ça fait qu'il y a des frais qui sont bas et des prix accessibles. Du coup, fonds versus tracker, on pourrait penser que puisqu'il y a un professionnel qui gère le fonds, il performe mieux qu'un tracker qui, lui, se contente simplement de suivre un indice. Donc il y a des données sur le site, alors je ne me rappelle plus le nom du site, mais ils appellent ça Spiva, et il nous dit que 80% des fonds, ils sous-performent le S&P 500. Donc c'est des fonds qui sont basés sur le S&P 500. Il n'y a que 20% qui ont une meilleure performance. Et là, en fait, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est brut. Donc après tous les frais, les fonds, vu qu'il y a des gérants derrière, ça coûte de l'argent, ça coûte plus de frais, et donc statistiquement, c'est encore plus bas. Il y a vraiment très peu de gestionnaires de fonds sur le long terme qui arrivent à battre l'indice. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un tracker, c'est qu'on sait que lui, au moins, il suit l'indice. Il n'y a pas de surperformance, mais il n'y a pas de sous-performance. Donc si on ajoute les frais supérieurs sur les fonds, la sous-performance des fonds est encore plus flagrante. C'est ce que je vous disais. Maintenant, pour ceux qui voudraient choisir leurs actions, je sais qu'il y en a qui pourraient être curieux. Pour la sélection d'actions, si vous savez
que vous voulez vraiment sélectionner vos actions vous-même, vous pouvez lire ce livre, mais ça reste quand même assez chronophage. Mais voilà, si vous avez une petite curiosité et que vous avez envie de vous y lancer dedans, c'est un livre indispensable à lire et un très bon livre que pour les actions. Pour le reste, vous embêtez pas avec ça. Parce qu'en fait, il y a trop d'investisseurs particuliers qui ont un rendement inférieur à ce qu'ils pourraient avoir avec une stratégie passive. En gros, ils investissent sur un tracker et ils attendent. Et eux, ils investissent sur des actions, donc ils passent du temps à les choisir. En fait, ils perdent de l'argent par rapport à une stratégie qui serait complètement passive. Ok, mais du coup, Pierre, comment on fait avec les trackers? En fait, il y avait des petites vidéos là, je crois que j'étais censé faire un clin d'œil, mais vu que j'ai pas pu le faire avec mon Mac, eh ben, j'ai des photos, mais c'est pas grave. Alors, vous pouvez sélectionner vous-même ou déléguer la gestion. Sélectionner vous-même, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Vous aurez un petit temps de formation au début et vous devrez y accorder un peu de temps chaque année pour éventuellement faire des rééquilibrages. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué, vraiment. Ça demande un peu de la conscience de soi en fait, vous connaître vous, vos comportements, votre psychologie et votre situation. Est-ce que vous aurez la rigueur de vous en occuper régulièrement? Est-ce que vous pourrez ajuster, suivre votre stratégie toutes les années? Est-ce que vous allez partir à l'étranger, reprendre des études, etc. Toutes ces choses-là en fait, elles peuvent faire varier la façon dont vous investissez et quel produit d'investissement vous choisissez. Si vous pensez que oui, vous voulez sélectionner vos trackers, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et vous pouvez vous former sur les deux sites suivants, qui sont Avenue des investisseurs et Épargnant 3.0. Vous aurez accès à la présentation après, donc si vous voulez reprendre les noms. Et si vous avez des questions à poser, et même pour votre culture générale financière, il y a des discussions assez intéressantes sur le groupe Facebook. On est maintenant 1000, on vient de passer la barre des 1000 il n'y a pas longtemps. Et du coup, vous pourrez poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Les gens ils sont super respectueux sur le groupe, j'y veille. Donc vraiment, si vous avez des questions, ça peut être n'importe quoi. N'hésitez pas. À ouvrir le PEA. En fait, le PEA, c'est un compte pour la bourse avec des avantages fiscaux. C'est un peu comme l'assurance vie. Plus le temps y passe, plus vous aurez des avantages fiscaux dessus. C'est-à-dire que vous paierez de moins en moins d'impôts. Pour le PEA, c'est 5 ans et vous pouvez avoir qu'un seul PEA. Un bon courtier pour le PEA, c'est Bourse Direct. Franchement, à ouvrir, ça prend, avec les délais, peut-être une semaine, mais le temps de remplir le dossier, c'est, je sais pas, 20 minutes en ligne. Et du coup, faites-le parce que peut-être que dans 5 ans, vous en aurez besoin. Et vous serez déjà arrivé à maturité, vous bénéficierez. Au lieu de 30% d'impôt, en fait, vous paierez 17,2 sur les plus-values. Et sur le long terme, avec des gros montants, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. Vraiment. Ok, Pierre, c'est cool, tu m'apprends des trucs, mais 1, je m'en fous. Et 2, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Bonne nouvelle, vous pouvez déléguer la gestion, qui est mieux que de ne rien faire et de laisser l'argent pourrir sur votre livret A. Donc, quelques noms pour vous aider, qui sont c'est des plateformes qui sont toutes similaires. YoMoney, WeSave ou Nalo. Eux, ils vont tout gérer pour vous. Alors, à chaque fois que je vous donne des noms, pensez à faire quelques recherches, juste au cas où vous trouveriez des solutions plus intéressantes ou que les infos elles soient plus à jour. Je dis ça notamment pour ceux qui me regardent en vidéo plus tard, parce que des fois, il y a des gens qui vont regarder la vidéo dans 2 ans, et peut-être que ça aura un petit peu changé d'ici là. Alors, j'ai fait une petite simulation de placement, rapidement. Une assurance vie à 2%, comme on l'a vu tout à l'heure, et là, j'ai mis un tracker World. Je l'avais fait dans une vidéo précédente et j'avais trouvé une rentabilité nette de 4,6 et quelques %. Là, j'ai arrondi à 4,5 pour vous montrer sur la durée la différence que ça fait. Donc là, en bas, on a de 0 à 40 ans. Et à gauche, on a de 0 à 100 000, 200 000 jusqu'à 500 000. Donc vous voyez que là, au bout de 40 ans, en ajoutant 1 000 € plus 100 € par mois, on arrive à une différence de 41 000 €. Donc vous voyez, plus le temps passe, plus la différence, elle est énorme. 40 ans, ça vous semble peut-être énorme, mais si vous avez 25 ans, en fait, vous serez peut-être encore actif. L'âge de départ à la retraite, là, actuellement, il est de peut-être 62, 63, peut-être 64 ans, je ne sais pas pour certaines professions. Il y a de grandes chances que nous, à 65 ans, on soit encore au turbin, en train de travailler. Donc, j'ai mis 40 ans, c'est pas déconnant comme unité de temps, surtout pour nous. Maintenant, on va passer à 200 € par mois. Là, vous voyez qu'on monte un petit peu plus. En 40 ans, vous aurez 200 000 €. Et il y a une différence de 81 000 entre l'assurance vie et le tracker World. Là, on passe à 500 € par mois. Et vous voyez qu'en fait, ça peut vous sembler inaccessible, 500 €. Peut-être que dans quelques années, ça ne le sera pas. Vous pouvez aussi penser à ça en termes de couple. Ça vous donne une illustration un peu de... En fait, plus vous mettez de côté, plus vous allez générer de l'argent, plus
éventuellement vous pourrez peut-être être libre financièrement rapidement, ou en tout cas avoir un très bon complément à votre retraite, ou participer pour vos enfants ou pour vos projets, enfin peu importe, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Le temps est votre allié, utilisez-le. En investissement, c'est le truc le plus important. En fait, vous n'avez aucune excuse de ne rien faire maintenant, parce que plus tard, vous vous en voudrez en fait. Vos parents, là, s'ils avaient 200 000 euros à utiliser, ils seraient peut-être bien contents de les avoir s'ils avaient mis 100 euros par mois de côté. Okay, donc c'est dur de se projeter, mais c'est important de le faire. En fait, vos décisions maintenant, elles affecteront votre vie plus tard. Et voilà. Et même si vous ne voulez pas l'argent pour vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le donner à des associations, vos enfants, enfin voilà, n'importe qui. Et si on parle un petit peu d'immobilier, donc en plus de faire fructifier et diversifier votre patrimoine, l'immobilier il peut vous permettre dans certains cas de défiscaliser et de faire baisser vos impôts. En achetant un bien et en effectuant des travaux, vous pouvez déduire le montant de certains travaux de votre revenu imposable. Ça s'appelle le déficit foncier. Un exemple, on va prendre une personne qui est célibataire, qui a un salaire net imposable de 22 320 euros par an. Alors le salaire net imposable, c'est pas vraiment la même chose que le salaire net, il y a la CSG, CRDS et tout. Franchement, c'est compliqué, j'ai pris des chiffres simples. En gros, ça serait quelqu'un qui gagnera à peu près 1860 euros par mois. Et du coup, il va payer des impôts de 1716 euros. Donc quasiment un mois de salaire. Dans l'année, vous travaillez, enfin dans ce cas-là, un mois pour les impôts. Vous voulez faire un investissement locatif, votre banque, elle vous dit, ok, tu peux emprunter 140 000 sans apport. Vous trouvez un bien à 50 000, avec 25 000 euros de travaux de rénovation. Super. Donc votre salaire net imposable, il est de 22 320, plus vous ajoutez la partie concernée des loyers empochés, parce que maintenant que vous avez un bien immobilier, vous en tirez des loyers, donc vous êtes imposable sur ces loyers. Hop, pardon. Donc ça vous fait un revenu net imposable qui est augmenté un petit peu, qui est de 24 720. Et par an, le déficit foncier, on a vu qu'on avait 25 000 euros de travaux, vous pouvez le déduire de votre revenu net imposable. Donc 24 720 moins 10 700, c'est ce qu'on peut déduire par an, ça vous fait un revenu net imposable de 14 020 au lieu de 24 720. Donc vous voyez qu'on réduit en fait votre impôt. Ils vont vous dire, ok, on calcule ton impôt sur les 14 000 plutôt que sur les 24 000. Du coup, vous passez de 1716 à 0. Selon le calculateur simulateur impôt.gouv, franchement, la fiscalité c'est un peu compliqué, donc en fonction des simulateurs et tout, vous aurez peut-être des résultats différents, mais c'est juste pour vous illustrer le propos. Exemple 2, célibataire, salaire de 3 000 euros par mois, impôt 4 944, ok. Pour le même bien que précédemment, donc 50 000 plus 25 000 euros de travaux, je ne vous refais pas les calculs, si vous voulez vous y arrêter, vous pourrez regarder. On passe de 4 944 à 2 469. En fait, jusqu'à ce que vous ayez déduit les 25 000 euros de travaux, ça va vous prendre 3 ans. Vous allez déduire 10 700 la première année, 10 700 la deuxième et 3 600 la dernière. Ce qui fait 25 000. Donc, ouais, je vous l'ai dit un petit peu, mais je ne suis pas fiscaliste, les calculs, ils ne sont pas exacts. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte et la fiscalité, c'est compliqué. Vous pouvez peut-être avoir des revenus sans forcément en avoir connaissance. Par exemple, sur certains livrets bancaires, des fois, vous êtes imposé dessus. Du coup, voilà, je ne peux pas faire des trucs trop précis. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est le principe. Au lieu de verser de l'argent aux impôts, vous le réinjectez dans votre patrimoine, en fait. Tout à l'heure, c'était 1 700 euros. Au lieu de les donner aux impôts, vous les avez mis dans votre patrimoine. Ils ne sont pas en cash, mais ils sont sous forme de travaux, dans un bien immobilier que vous possédez, partiellement ou entièrement. Et du coup, en plus de bénéficier du déficit foncier, vous avez un bien immobilier qui vient compléter votre patrimoine. J'ai rien contre le fait de payer des impôts, parce que je dis ça, mais voilà, ça peut porter un peu à confusion. Le déficit foncier, c'est autorisé par l'État. En fait, ils le font parce qu'il y a un intérêt derrière, c'est que ça garde la qualité du parc immobilier français. Donc il n'y a rien d'illégal, c'est pas des trucs un peu chelous à faire pour essayer de gratter sur ces impôts. C'est complètement accepté, toléré et légal. C'est ce que j'ai dit. Alors, pour ceux qui voudraient acheter leur résidence principale avant de faire du locatif, si vous décidez d'investir dans votre résidence principale en premier, en fait, vous bloquez votre capacité d'emprunt et il sera plus difficile d'investir dans un bien pour du locatif. Plus difficile, ça ne veut pas dire impossible. Mais en fait, vous bloquez une partie de vos revenus pour payer votre résidence principale. Donc après, pour réussir à prouver aux banquiers que vous allez pouvoir faire un bien en locatif, ça risque d'être plus dur. Il va falloir être convaincant. Investissement locatif, si vous en faites au moins un en locatif avant, vous pouvez montrer à la banque que tout se passe bien. Vous mettez un bon argument de votre côté. Même si vous achetez votre résidence principale après, s'ils voient que votre investissement locatif il tourne bien, que vous arrivez à le rembourser et qu'il n'y a pas de souci, vous avez votre résidence principale
juste après, bah, vous pourrez très bien, plus facilement demander pour un autre investissement locatif. C'est juste de la logique côté banque. Alors attention au risque de l'investissement locatif, ça peut intéresser beaucoup de personnes, l'immobilier. Si ça vous intéresse, il y a 2 livres que je recommande qui sont ici, vous pourrez les récupérer plus tard. Et il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Grosse Renta Imo, qui est très bien, il y a beaucoup de professionnels dessus et plein d'astuces. Vraiment inspirant. Ok, mais Pierre, je dois finir ma série sur Netflix, j'ai pas le temps de m'occuper de l'immobilier, ok, parce que chercher un bien, l'acheter, faire des travaux, enfin ça demande du temps, on n'y connaît rien, on a peur de faire des conneries, c'est normal. Pas d'excuses. Il y a aussi des entreprises qui s'occupent de tout pour vous. Là j'en ai cité 4, il y en a peut-être d'autres. Bivouac, j'avais rencontré le cofondateur qui était très sympa. Everinvest, mes investisseurs, ma pote Julie qui va nous rejoindre, elle est passée par eux. Je ne sais pas si elle a terminé son investissement, mais du coup, elle pourra vous donner quelques infos si ça vous intéresse. Et investissementlocatif.com. Votre potentiel de rentabilité, il sera moindre, parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais avec un apport, vous pouvez bien vous en sortir. En fait, vous utilisez votre capacité d'emprunt à la banque pour financer l'immobilier. C'est-à-dire que l'argent de votre poche, vous le mettez en bourse, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'argent de la banque, votre capacité d'emprunt, vous l'utilisez pour l'immobilier. En fait, c'est un effet de levier. Vous avez chez vous 140 000 euros, je ne sais pas votre salaire, mais en fonction de 140 000 euros, c'est assez accessible comme capacité d'emprunt. Vous avez 140 000 euros qui dorment sur votre table de salon et qui attendent d'être investis dans l'immobilier. Et ils ne bougent pas. Et en fait, plus vous attendez, plus vous perdez de l'argent. Il y a aussi les SCPI, ça je passe rapidement, c'est un moyen d'acquérir de l'immobilier, donc bureau, habitation, commerce, défiscalisation, sans rien avoir à gérer. En fait, c'est une société de gestion qui s'occupe de tout. Vous achetez des parts dans la société de gestion. Avant de terminer, juste un petit point, une présentation de 10-20 minutes, ça peut difficilement suffire. Les situations qui sont présentées ici, elles sont peut-être pas forcément idéales pour vous. Chacun a une situation particulière, même si je pense que j'ai assez bien visé pour la majorité des gens. Il existe d'autres types d'investissements, je pense notamment au PEE. Il y a des entreprises comme Leroy Merlin qui en font bénéficier leurs employés, et ça peut être assez avantageux. Donc pour les grosses entreprises, n'hésitez pas à demander à votre boîte s'ils ont un PEE. Donc, c'est la dernière slide, résumer les points clés. Déjà, comprenez votre sensibilité au risque, parce que ça peut un peu faire varier si vous voulez mettre plus d'argent sur votre fonds euro en sécuritaire ou plus d'argent sur les trackers, où c'est un petit peu plus risqué. Mais on a vu qu'en fonction du long terme, ça allait. Investissez en fonction de vos projets et de votre horizon de placement pour chaque projet. Ayez un matelas de sécurité. Ouvrez votre assurance vie et votre PEA dès que possible, parce que plus le temps passe, moins vous paierez d'impôts dessus, même s'il n'y a pas forcément d'argent. Il faut mettre un petit peu d'argent, je crois, pour l'activer, l'assurance vie et le PEA aussi. Genre sur Bourse Direct, c'est 5 euros. Donc vous mettez 5 euros et si vous voulez l'utiliser dans 3 ans, vous avez déjà 3 ans de passé. Pour le court terme, fonds euros. Pour le long terme, tracker sur PEA et ou assurance vie. Si vous ne voulez pas gérer, vous pouvez déléguer. Et l'immobilier, utilisez votre capacité d'emprunt. Voilà,